Donc merci beaucoup à tous d'être venus. On est super nombreux, ça fait trop plaisir de discuter avec vous. Le but aujourd'hui, c'est de parler tous ensemble, d'un peu discuter de quel sera notre avenir. Est-ce qu'il va être beau, est-ce qu'il va être moins beau, comment on peut le rendre meilleur. C'est un peu voilà comment on voit la suite en fait en tant que développeur et développeuse. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette table ronde. C'est au format fishbowl. Donc je sais pas si ça parle à tout le monde. C'est le principe, c'est qu'on va être toujours 3 personnes maximum pour parler. Ok. Donc comment ça se passe? Ton prénom? Lou? Ok. Donc Lou, il veut parler. Donc il va venir parce qu'il a une bonne idée et il va venir ici et en fait un des 3 speakers va lui laisser sa place. Ah oui, donc il va se mettre sur pas sur les genoux des copains, mais sur la place disponible et automatiquement celui qui peut-être n'a plus de choses à apporter, il va se lever, il va prendre ta place ou une autre place. C'est possible. Ok. Le, le but, c'est que ce soit très participatif. Donc, vous allez voir, j'ai 2 guest stars pour commencer, parce que je sais qu'ils ont plein de choses à dire. Mais le but, c'est vraiment que ce soit participatif, que tout le monde vienne apporter sa petite pierre à l'édifice. Ok? Ça vous va? Alors, on va commencer peut-être par un petit sondage. Donc, à main levée, qui parmi vous trouve que notre quotidien de développeur et développeuse a déjà vraiment changé depuis que l'IA est sortie? Ouais, il y a quasiment tout le monde qui a levé la main. Ok, ça marche. Très bien. Bon, on va aller un peu plus dans le détail maintenant que ce levage de main. On va essayer de discuter de tout ça. Je vais vous donner les thèmes qu'on va essayer d'aborder ce soir. Donc, déjà, on va parler de l'actuel, comment l'IA a déjà changé notre quotidien. Après, on parlera du futur, comment on voit le futur dans quelques années, dans quelques mois ou quelques années. Après, on essaiera de trouver un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut conserver dans notre quotidien qui va continuer à nous motiver, parce que peut-être qu'on va faire des choses différentes, qu'on va faire peut-être moins de code, par exemple. Donc, comment garder cette motivation? Parce qu'au final, je pense qu'on fait la plupart ce travail justement par passion. Donc, comment conserver cette motivation plus tard et aujourd'hui? Et après, on parlera un petit peu aussi plus de l'aspect comment accompagner des juniors, ou si je suis quelqu'un qui débarque dans le monde du développement, comment me former, comment aborder cette thématique de l'IA. Ça vous va? Est-ce que j'ai oublié? Ok. Donc moi, je m'appelle Hippolyte, je suis développeur chez Hippon depuis une petite dizaine d'années. Je fais du développement full stack. J'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect craftsmanship et je travaille pas mal avec l'IA depuis quelques mois. Et donc, en effet, l'IA a changé mon quotidien. Moi, je vais être animateur sur cette table ronde. Donc, si quelqu'un se met à parler trop longtemps, je vais venir lui prendre le micro pour qu'il laisse la main aux autres, n'est-ce pas, Raph? Voilà, et je vais aussi essayer de dynamiser un petit peu sur les thèmes, essayer de trouver des nouveaux thèmes, essayer peut-être de résumer aussi ce qu'on s'est dit. Donc le but, c'est que tout le monde parte avec un petit paquet de choses résumées sur lesquelles on aurait pu discuter et débattre. Ça vous va? Ouais. Je vous laisse vous présenter et on va partir sur la première thématique de déjà comment aujourd'hui vous appréhendez l'IA au quotidien, parce que je pense que vous avez déjà fait pas mal de choses tous les deux. Je m'entends pas. Ça marche mieux tout de suite. Du coup, Louis Lenoir, j'ai le gentil et l'intitulé AI Software Engineer depuis assez peu. En réalité, à la base, je suis data ingénieur, mais je me suis rendu compte il y a de ça un an que le quotidien commençait déjà à changer. Donc, on a fait pas mal d'expérimentations pour essayer de savoir à quel point ce quotidien allait changer déjà à l'époque. On en a sorti un livre blanc. euh, sur une ensemble de méthodes que j'ai fini par nommer PDD, par opposition à un petit terme que vous avez peut-être déjà entendu qui est le vibe coding. L'idée étant d'extraire la qualité derrière juste l'utilisation de l'IA parce qu'on est des professionnels, nous on veut proposer quelque chose de qualité, surtout si on le vend, on a cette responsabilité en tant que professionnel. Et depuis, ça a fait que continuer puisque les modèles sont devenus de meilleurs en meilleurs, surtout que j'ai un peu
une certaine appétence pour ce sujet finalement. J'ai appris à apprécier ça. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un des sujets un petit peu plus tard si je me suis pas fait dégager d'ici là. Pour en revenir. Yes. Mais voilà, et aujourd'hui, bah, ma manière de coder, elle a changé il y a 1 an. Elle a rechangé il y a 3 mois avec Opus 4.5, on en reparlera. Et j'ai pas mal d'opinions sur demain et aussi sur la formation des juniors. Mais je serai pas là tout le temps, promis. Et je te file la parole, Cédric. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Et donc, Cédric Magne, moi je suis CTO donc d'Hippon Technologies à Lyon, donc sur l'agence lyonnaise. Et comme toi, Louis, et à cause de toi, Louis, j'ai sombré dans le prompt-driven development il y a 1 an. De manière déjà perso, effectivement, et puis parce qu'on a vraiment des opinions très très fortes sur la partie qualité et on a vu en fait l'IA comme une opportunité d'arriver à appliquer des méthodes, ou enfin des résultats issus du craftsmanship à l'échelle, beaucoup plus rapidement. Donc on parlait forcément, je sais pas moi, de couverture de thèse, de pattern d'architecture hexagonale, de choses comme ça, qui étaient parfois un peu imbuvables ou impitchables, qui étaient difficiles à transmettre. Et on s'est rendu compte que c'était très facile de venir expliquer à une IA des façons de faire. Alors l'IA ne comprend pas, mais l'IA applique des choses qu'on lui demande de faire, comme des séparations de responsabilités, des choses comme ça. Et donc, depuis ce jour-là, nous avons sombré littéralement dans le prompt development. Il n'y a pas un seul sujet que j'adresse en tant que CTO qui n'a pas de prompt development. Il n'y a pas un seul sujet business dans lequel on ne parle pas explicitement de ça. Parce que au-delà de la partie craft sur laquelle on est très positionné chez Hippon, qui est de la qualité c'est aussi vu comme quelque chose de cher. Et en fait, l'IA, c'est aussi une façon de rendre abordable des choses qui sont très qualitatives. Euh, et Louis, malheureusement, est en train d'adresser la deuxième partie de la thématique, mais on parlera de ce sujet plus tard sur la partie demain, l'IA, sur un autre volet qui va arriver encore en plein boomerang. Et je pense que je vais passer l'année à en parler explicitement à tous mes clients Ouais. et à mes équipes. Voilà. J'ai malheureusement pas d'inspiration, hein. J'appelle ça PDDV2. Ouais, faut pas lui laisser le naming marketing, c'est tout. Oui, d'ailleurs, j'ai dit PDD, mais c'est Prompt Driven Development du coup. Donc c'est la phase où n'hésitez pas à venir dialoguer avec nous. Donc je rappelle, pour venir parler ici, il suffit de venir dans la place libre et un des 3 speakers partira dans le public. OK? Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question pour toi, Louis. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet que tu commences là, en mode vraiment full PDD V2, apparemment tu l'appelles comme ça. Et qu'est-ce que tu comptes faire sur ces prochaines semaines? Yes. Alors ce projet, il a trouvé son inception il y a quelques mois en fait où je me suis rendu compte qu'il y a eu un nouveau changement de paradigme. Bon, donc il y a déjà eu le PDD avec des modèles comme Sonnet 3.5 qui permettaient de faire des trucs de fou. Mais là, il y a eu un nouveau modèle qui était Opus 4.5 et je me suis rendu compte que ça en fait, ça rendait obsolètes les modèles qui étaient venus avant lui parce que par de multiples améliorations itératives, en fait, on arrive à un stade de fiabilité qui fait qu'aujourd'hui, la question, c'est plus est-ce que je peux faire quelque chose, mais comment est-ce que je demande à l'IA de faire la chose que j'attends d'elle. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis tombé dans un. Ça se dit pas ravitole en français, il n'y a pas trou à lapin, bref. En tout cas, je suis tombé dedans. Et, j'ai extrait un certain nombre de. Enfin, j'ai essayé de créer une méthode qui me permet d'optimiser ce que je donne à l'IA pour qu'elle puisse travailler de manière la plus autonome possible tout en gardant toujours ses centrales, mais ces standards de qualité qu'on a chez Hippon. Et à partir de ça, on a pu créer un POC où, grosso modo, l'idée c'était un de nos clients était bloqué depuis 10 mois parce qu'il avait donné du no-code à faire à une boîte qui avait fait du no-code, mais qui n'avait rien produit parce que 10 mois plus tard, en fait, elle était bloquée sur des complexités métiers insurmontables. Et du coup, à partir de ça, nous, en 3 jours, on a mis en place un POC où on est allé plus loin que ce que cette boîte de no-code avait pu faire en 10 mois, ce qui nous a permis de gagner le dossier. Et là, on vient de commencer avec Hippo la mission il y a 2 jours pour en faire une sorte de vitrine et aller plus loin, aller au-delà du POC et industrialiser cette méthode qu'on a mis en avant pour le POC, mais qui n'est pas encore assez mature pour qu'on puisse la vendre telle qu'elle en tout cas. Je vais pas être très fort en transition. C'est pour Ouais. ça que très clairement, je sens que je vais parler que de ce sujet pendant toute l'année explicitement. Parce que l'année dernière, donc ça c'est le quotidien en fait, le premier enablement, on a fait en sorte que déjà le quotidien c'était de former les équipes. On est encore en train d'ailleurs de former les équipes parce qu'on n'a pas réussi
à couvrir 100% de typiquement 10 ponts en formation. Mais on voit que le quotidien aussi chez nos clients, et on a eu de la formation pendant quasiment toute l'année, on a des temps forts, des académies qui se montent à ce sujet-là. Donc on voit déjà que toutes les entreprises essayent de faire en sorte déjà de se mettre entre guillemets à niveau vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre déjà maintenant et de faire en sorte de se préparer peut-être à passer le step d'après. Parce que déjà ce qu'on est en train de vivre, c'est déjà l'optimisation énorme de temps. On voit que le budget est en train de se contracter globalement au niveau de l'économie. Donc ça veut dire qu'il faut faire globalement au moins autant avec moins de budget. Et donc très clairement, le Product Development, c'est une façon de l'adresser. Parce que, je sais pas, en fait, on a eu un peu de, entre guillemets, on a eu plein d'expérimentations différentes. On a eu des générateurs de front-end, on a des générations de back-end. On s'est cassé les dents sur d'autres sujets qui étaient compliqués, comme la migration de données explicitement, que l'IA a du mal à aborder sur des schémas de données. Mais les itérations dont on a fait déjà en juillet dernier, c'était on était capable de générer un écran front-end en 30 minutes, là où on a mis un double run et un autre dev l'a fait en 2 à 3 semaines. Donc ça, c'était déjà véridique. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, c'est sûr que les clients vont être très intéressés par cette partie-là. Et Louis, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de se dire comment je le fais maintenant à l'échelle d'un software entier. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que tu disais que tu te nommais plus d'ailleurs data engineer, parce que maintenant, en fait, tu es en train de repenser une façon de faire du logiciel Oui, entier. c'est ça. Et ça vient bouleverser encore la façon dont on aborde le paradigme de création Ouais. de logiciels tout court. Bah, il y a une sorte de prise de recul finalement sur les responsabilités où quand on peut faire autant, est-ce que c'est vraiment viable d'être autant spécialisé être autant spécialisé? Est-ce que c'est pas se rajouter des bottlenecks artificiels finalement? Euh, mais c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'au final on y revient. Là j'ai mis AI Software Engineer, au final c'est juste que enfin, la finalité c'est la construction de software, qu'il y ait de l'IA derrière ou pas. Bon, aujourd'hui c'est un buzzword, ça fait beau dans le CV si AI Software Engineer, mais le cœur du métier ça reste créer de la valeur informatique et l'IA c'est juste un outil pour y arriver. Et voilà. Donc peut-être que d'ici 6 mois dans mon LinkedIn il y aura juste Software Engineer et le serpent se sera mordu la queue. C'est ça, parce que si on prend un peu de recul, en fait, nous, chez Hippon, on est persuadés depuis plusieurs années que la façon de faire des logiciels, ça passe forcément par de la qualité pour que ce soit fonctionnel sur du long terme et pour que ce soit maintenable, robuste, etc. Donc nous, on s'est vraiment basé sur la méthodologie, l'approche craftsmanship. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est en gros comment faire de la qualité logicielle de bout en bout, comment avoir une architecture de code qui soit maintenable, qui soit testable unitairement, etc. Donc tout un tas d'outils qui sont à notre disposition pour avoir un code le plus propre possible. Et en fait, une fois qu'on a ça, on s'est rendu compte que c'était très facile d'utiliser l'IA par-dessus de ça. Pourquoi? Parce que l'IA, en fait, on peut le voir peut-être comme un, un stagiaire boosté aux hormones, peut-être, quelqu'un qui va découvrir les choses, mais en fait, on va le prendre par la main pour lui expliquer certains concepts, pour lui expliquer comment travailler. Et en fait, que ce soit une IA ou un stagiaire, en fait, il faut lui donner un cadre pour qu'il puisse découvrir comment faire les choses et pour qu'il puisse tester des choses et voir quand est-ce qu'il se trompe. Donc, comment se rendre compte qu'on se trompe? C'est par exemple quand on vient casser des tests automatisés qui avaient été mis en place. Donc en fait, tout ce qu'on avait avant déjà dans notre trousse à outils de Craftman, en fait, on peut le réutiliser quasiment tel quel pour les LLM. Je peux me permettre de répondre à ce que tu as dit, Hippolyte. Et après, je te donne la parole. Très clairement, cette partie-là, en fait, on voit bien que l'approche Prompt Enablement est très très mature sur la partie création de logiciels. Et par exemple partir d'une feuille blanche ou créer un nouvel écran. Et en fait, le challenge qu'on voit dans les équipes actuellement ou dans les écosystèmes sur lesquels on intervient, c'est sur la partie legacy. Parce que comme ce que tu dis, en fait, c'est que l'IA, en fait, elle va essayer, alors je sais pas, elle va essayer de se rassurer. On va se rassurer en demandant à l'IA, par exemple, de faire passer les tests systématiques pour vérifier que rien n'a été cassé. Donc l'IA peut itérer en autonomie tant que le contrat, on va dire, de test est respecté. Donc c'est pour ça qu'on va chercher typiquement des 100% de code coverage et ce genre de choses qui vont être très faciles d'ailleurs à atteindre avec ce genre de méthodologie, avec des tests de composants sur Cypress, sur Cucumber et tout. Mais les vraies douleurs qu'on a dans l'écosystème actuel, c'est sur les écosystèmes un peu legacy, où typiquement on se retrouve sans test et on se retrouve complètement immobilisé. Et c'est très très difficile d'adopter des méthodologies avec de l'approche agentique à partir du moment où on n'a pas ces prérequis.
Typiquement, quand on fait, mais ça c'était avant IA déjà, hein, quand on fait la moindre montée de version, de passer, je sais pas moi, d'Angular 19 à 20, de 20 à 21 et autres, la seule question qu'on a, c'est est-ce que ça a cassé quelque chose. À partir du moment où on va utiliser Renovate sur un système pour essayer de monter de version, automatiser les versions, ce qu'on fait très bien dans l'open source d'ailleurs sur Seed4J, sur Gipsterlight, sur des frameworks qui ont été très très conçus sur la partie autonomie, et en même temps on est en train d'épuiser des gens, je veux dire, sur du temps perso, sur l'open source. Donc on essaie aussi de rationaliser le nombre de choses qu'il y a à faire. On ne veut pas faire des recettes manuelles de partout. L'IA est très très mauvaise quand nous, on est très très mauvais aussi à se rassurer sur les montées de version. Et typiquement, s'il faut faire une recette manuelle sur un système, ce qui se passe dans beaucoup de systèmes actuels, c'est extrêmement compliqué d'utiliser l'IA parce que notre seul challenge en tant que développeur ou développeuse, c'est de se demander est-ce que j'ai cassé quelque chose, et est-ce que surtout l'IA qui a fait des choses à ma place a cassé quelque chose. Donc en fait, je vais reporter le coût sur beaucoup de lectures et beaucoup de recettes manuelles. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce prisme aussi d'effort sur la partie craft, c'est que en fait, on ne voit pas d'autres approches qui nous permettent de nous rassurer vis-à-vis de cette quantité de code produite par une sorte de stagiaire boosté aux hormones auquel on n'aurait pas forcément confiance si on n'avait pas un système de test absolument pertinent. Et donc, on fait beaucoup d'accompagnement sur le fait de rédiger des standards dans tous les écosystèmes. Donc, on rentre dans un écosystème Agent Ready ou IA Ready sur le fait de dire il y a toutes les instructions qui sont écrites pour dire ici, dans notre équipe, c'est comme ça qu'on développe, mais aussi pour remettre des filets de sécurité pour faire en sorte de rendre pertinent les approches agentiques pour plus tard. Merci Cédric. Tu me coupes un peu l'herbe sur le pied. Justement, je voulais parler un peu des projets legacy. C'est vrai que c'est assez facile de créer des choses avec l'IA, puisque quand on a une feuille blanche, ben, on peut être libre, on peut mettre les standards craft qu'on a envie et tout ça. Et bah, du coup, comme tu as parlé déjà de ça, je ne vais pas forcément reparler de ça, mais du coup, pour aller plus loin, comment est-ce qu'on peut accompagner ces équipes qui sont encore peut-être réfractaires au changement et d'aller vers l'IA? Nous, on est motivés. Je pense que la plupart des devs chez Ypon sont motivés pour se former à l'IA, utiliser le PDD, utiliser le PDD V2 bientôt. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Je pense que si on vient directement avec un opus, ça va leur faire peur. Ils ne sauront pas comment l'utiliser. Et c'est assez facile de leur montrer qu'on peut faire un générateur avec de la partie agentique pour créer facilement des nouvelles pages en utilisant un design system précis, en y ajoutant de l'accessibilité, en faisant des choses bien carrées. Par contre, dès que je suis face à des devs qui ont un projet legacy sans test, ben, je suis un peu dépourvu. Et voilà, je cherche un peu des réponses à ces questions. Comment mieux les accompagner et pour qu'ils prennent aussi le pas à l'IA pour, euh, pour aller de l'avant sur ces projets legacy. Yes, si je peux donner des éléments de réponse, ouais, un truc que je trouve certain, c'est il faut de base réduire la friction, mais si tu amènes avec une solution toute faite, et notamment on l'a vu beaucoup avec le PDD, mais si tu débarques avec un ensemble de bonnes pratiques en disant bon, à partir d'aujourd'hui, ta manière de développer, ça va être comme ça, c'est assez dur de motiver les troupes. Ce qu'il faut, c'est réduire la friction à l'adoption des outils, premièrement, que si jamais il y a besoin, enfin, si jamais quelqu'un a une envie qui puisse tester, peu importe, peu importe la méthode derrière, etc., donner l'accès à des ressources. Mais en plus de ça, il y a un truc qui est assez pernicieux avec l'IA et avec le développement d'une manière générale, c'est que finalement, le développement, c'est très personnel. On a chacun notre manière de développer, on a chacun ce qui compte pour nous dans le code qu'on produit. Et ça, tu peux pas forcer quelqu'un à voir de l'intérêt dans des choses où il s'en fout, grosso modo. Donc, dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde ait la curiosité de passer par ces outils pour se faire son environnement, se faire une idée de ce qui marche pour eux, etc. etc. Bon, on n'est pas dans un monde idéal, mais on peut quand même pas forcer les gens. On est dans un monde qui est déjà relativement bien pour ça. Après, malheureusement, j'ai pas de solution miracle. L'adoption, je pense que c'est un truc, c'est une vraie question. Est-ce que la solution, ça va être comme tu l'as fait pour ton produit que tu essayes de faire avec le POC que tu as fait, c'est-à-dire ben, on jette tout et on repart de zéro. Il vaut mieux prendre voilà, de repartir d'une feuille blanche, tant pis pour ce qui a été fait. De toute façon, on sait qu'en 3 semaines, on va réussir à refaire la chose. Est-ce que ça peut être la solution? C'est un très bon point que tu remontes. Alors, je sais pas pour des bases legacy
En même temps, si on a 30 ans de legacy, bon, la question peut subsister. Mais aujourd'hui, le code, c'est plus le bottleneck. Aujourd'hui, générer du code, ça coûte pas cher. Donc, il va falloir se mettre à penser d'une manière, le code, c'est jetable. Repartir de zéro, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. C'est plus du tout le facteur limitant, donc ça peut être une très bonne option. Pas la seule, mais ça peut être une très bonne option. Bah, le truc, c'est que tu parlais d'un legacy où tu n'es pas capable de contrôler avec des tests ou quelque chose si quelle est la pertinence de ton code. Tu vas avoir du mal en réécrivant tout d'être sûr d'avoir un clone parfait de ton projet. Mais je pense que si tu pars d'un legacy, il va falloir un peu appliquer les méthodes du software craftsmanship et peut-être commencer par ça plutôt que commencer par l'IA et donc de recommencer à travailler potentiellement des petites parties de ton logiciel. Et c'est sûr que tu ne peux pas arriver à dire avec de l'IA et du PDD de dire ben, je refais l'intégralité de l'appli et je te mets l'appli avec de l'IA, des tests et tout ça. Donc je pense que tu dois refacto petit à petit, pièce par pièce et morceau par morceau ton legacy. Ok, du coup, pour faire ça, je pense qu'il faut peut-être aussi former les PO, le métier et tout ça pour qu'ils puissent aussi un peu mettre leur pierre à l'édifice en faisant peut-être des US IA-friendly ou bien qu'ils sachent formuler, parler eux aussi à l'IA. Ou est-ce que nous, juste développeurs, on peut s'en sortir, tu penses? Je pense que tu peux t'en sortir juste en étant développeur. Pour le moment, moi, je suis pas du tout en train de faire du PDD V2 ou je sais pas jusqu'où tu vas, mais à faire lire mes US par l'IA. Je suis plutôt sur le PDD V1 où c'est moi qui vais parler avec l'IA et qui vais pousser mes US. Et donc, j'aurais tendance à dire que tu peux t'en sortir avec des PO qui sont pas forcément à fond là-dedans. Nous, on a eu beaucoup d'aide avec les UX et UX designers par contre, parce qu'on avait besoin d'avoir plutôt des maquettes qui là étaient IA ready. Ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir connecter les IA directement à. Mince, j'ai mangé le nom de l'outil Figma. Figma. Pour pouvoir connecter directement l'IA à Figma, ça nous a servi d'avoir des Figma bien découpés sur certaines choses. Mais sinon, sur des US classiques, on s'en sort de notre côté en faisant du PDD. Et dans le cas d'un refacto legacy, ce qui n'est pas notre cas, mais on l'a essayé de le démontrer chez des clients, on s'en sort en isolant des cas petit à petit et en sortant un cas et en disant on va se concentrer là-dessus. Et ça aide pas mal. C'est là-dessus que quand nous on fait du build from scratch, l'archi-exa elle nous aide vachement parce qu'elle nous permet d'isoler des cas et de vachement séparer toutes les responsabilités de l'appli et de pouvoir se concentrer juste dans un coin. Donc si t'as pas d'archi-exa c'est un peu plus compliqué, mais en isolant les cas mais je pense que ça passe aussi par de la formation au software craftsmanship un petit peu pour avoir des idées de qu'est-ce que sont La les bonne bonnes pratiques, mentalité oui. la bonne mentalité pour savoir vers quoi tu vas vouloir diriger ton IA. Et sans ça, sinon, tu vas pas savoir comment piloter ton IA, quoi lui demander de faire et quelle est ta finalité. Et ça me paraît assez important, encore aujourd'hui. Moi, il y a plein de remarques qui me viennent en vous écoutant. Sur le refactoring de Legacy, je me demande si effectivement des approches inspirées du software craftsmanship, par exemple l'utilisation de Golden Master, de tests de caractérisation, permettrait pas très rapidement avec l'IA de générer une couverture suffisante sur une application Legacy, de vérifier par du mutation testing qu'on a à peu près tout couvert et que des changements de code n'impactent pas cette couverture pour à nouveau la renforcer, et ensuite utiliser cette chose-là comme un contrat qu'il faudrait remplir pour faire le refactoring ou la réécriture. Mais au-delà même du refactoring de la réécriture, alors évidemment, si on est sur un legacy très ancien, j'en viens à me poser la question par rapport aux ordres de grandeur qui ont été présentés tout à l'heure, entre une fonctionnalité qu'on va générer en 30 minutes, je crois, versus 2 semaines. Est-ce que même le refactoring, ça a encore une utilité aujourd'hui? Je commence à me poser la question. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas partir du principe que désormais, vu que le code c'est jetable, peu cher, finalement on peut le balancer à la poubelle et c'est pas un problème. Je me pose aussi la question de est-ce qu'il faut essayer de mutualiser du code, d'avoir des approches intelligentes autour de la ligne de code, factoriser des règles de gestion, quand finalement une bonne duplication, on avait ce proverbe, mieux vaut la bonne duplication que la mauvaise abstraction. Finalement, si on reste très ras de terre avec du code très boring, finalement, est-ce qu'on ne fait pas le taf? Si je prends une approche finalement ingénierie, un truc que je génère en 30 minutes, est-ce que finalement, c'est pas ça mon Graal? Est-ce que comme ça, je peux passer à la prochaine fonctionnalité? Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me sont venues. Une dernière idée, et après je me tais, c'est l'aspect documentation. C'est-à-dire que finalement,
au moment où je génère l'application, est-ce que j'en profiterai pas aussi pour générer la documentation de l'application, pour finalement avoir quelque chose de quoi repartir le jour où je dois repartir en réécriture avec un meilleur modèle, pour finalement lui dire, ben voilà ta spec, je l'ai générée par IA, et ça pourra te servir de cahier des charges pour refaire une fois qu'on aura un opus 5.12 ou n'importe quoi d'autre. Je me tais. Ouais, moi je vais rebondir un petit peu là-dessus. Je trouve qu'il y a un côté étonnant quelque part de se dire qu'on a eu une telle transformation. Le coût de la ligne de code a été réduit, je sais pas, par 10, par 100. D'ici quelques années, il sera réduit par 1000, par 10 000. Et que on retombe sur exactement les mêmes bonnes pratiques. Je trouve que c'est quelque chose qui est très surprenant. C'est quelque chose qui, pour moi, arrive, on va dire au niveau très macro, ça arrive dans le sens où c'est une bonne idée de ne pas faire d'erreur, c'est une bonne idée de ne pas avoir des accidents. Mais en général, de ce que je comprends, quand on a des baisses de coûts énormes comme ça, on a tendance à avoir des changements assez énormes qui suivent. Et je me demande s'il n'y a pas un peu un côté, comment essayer d'appliquer les pratiques qu'on connaît parce que c'est les pratiques qu'on connaît. C'est une réalité aujourd'hui que des agences se débrouillent mieux avec des tests. C'est une réalité qui se débrouille mieux avec du code de qualité. Mais par exemple, ce qui a été dit, je le trouve assez vrai. On pourrait remettre en question le fait de, aujourd'hui, quand on fait une entreprise qui fait du SaaS, donc du software as a service, le principe, c'est qu'elle a 100 clients. Et vu que ça coûte cher de développer du software, on mutualise le développement pour ces 100 clients. Et du coup, bah, les features, ça va être les clients qui les demandent le plus et des trucs comme ça. Mais vu que le coût de la ligne de code ou le coût de la feature est tombé énormément, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plus de personnalisation? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, on parle de test, on parle de qualité. En gros, on parle de comment on évite les bugs avant qu'ils arrivent en production. Mais vu que maintenant la ligne de code et même le coût de réflexion est beaucoup plus rapide, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à des approches plus réactives, de se dire, quand il y a un bug qui arrive à minuit 30 et 1 seconde, Claude a tous les logs, à minuit 30 et 20 secondes, Claude a commit et a push le changement. Et de ce que je comprends de ce que les grosses boîtes font, donc les Google, les Facebook, les boîtes comme ça qui ont à gérer des milliers et des milliers de développeurs, il y a beaucoup de pratiques qui sont en place pour dire un développeur individuel ne peut rien casser. Et du coup, en fait, on ne va pas bloquer les changements avant d'être sûr qu'ils cassent rien. On va se dire, il y a des accidents qui vont arriver, mais on va être capable de les résoudre rapidement. Et c'est des pratiques qui ont l'air d'être orientées un petit peu plus, on va dire, à un niveau industriel plutôt qu'à un niveau artisanal, et qui, pour moi, conviendraient un petit peu mieux à un âge où, justement, c'est beaucoup plus facile de développer ce genre de choses. Du coup, ouais, j'interroge sur est-ce qu'on n'est pas un petit peu myope à, en fait, vouloir réutiliser les outils qu'on connaît déjà? Merci. Ça fait une ouverture vraiment parfaite pour ce thème. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé surtout beaucoup de qualité, d'essayer d'apprendre aux IA, aux LLM, de travailler justement comme nous, on le faisait avant et comment justement les driver pour qu'ils soient avec nos filets de sécurité qu'on avait nous. On a vu aussi que finalement, nos métiers étaient en train de changer, mais pas que les métiers des développeurs. On a parlé aussi des PO, par exemple, des chefs de projet qui vont aussi travailler dans ce nouveau monde de l'IA. On a parlé aussi de documentation. Et à la fin, j'ai trouvé ça super intéressant de parler aussi de cette notion, peut-être à l'encontre justement de ce qu'on avait dit avant, mais plus sur la réactivité. Et finalement, peut-être que chaque utilisateur pourrait presque développer sa feature pour lui en donnant le prompt et en ayant quelque chose de très réactif sur son SaaS. Et au final, d'avoir tout de suite quelque chose. Et au pire, si ça ne fonctionne pas, bah, peut-être que ça impacte que lui parce que c'est lui presque qui a développé cette feature. Donc, potentiellement, c'est lui qui a mal formulé sa demande et il y aurait beaucoup moins d'impact. Donc, merci beaucoup pour tous ces inputs. Et j'aimerais, si ça vous va, qu'on. Alors, je sais qu'on a encore plein de choses à dire sur ce thème et ce sera le cas pour chacun des thèmes. Il n'y a aucun doute, mais le but, c'est essayer de commencer à en discuter et potentiellement plus tard refaire une table ronde juste sur un thème en particulier, ou alors avec une bière en bas de discuter jusqu'à tard. Maintenant, j'aimerais qu'on parle justement, vous avez fait des belles ouvertures là-dessus aussi, sur plus le futur du dev. Qu'est-ce qu'on va faire demain si finalement on n'a plus besoin de développer en drivant l'IA? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez une idée, vous, ou est-ce que d'autres personnes ont une idée? Moi, je dirais que je pense que ce qui va se passer, c'est que
le travail va monter à un niveau plus haut dans le sens où aujourd'hui, un développeur junior, il va écrire du code, un développeur moyen, je sais pas si moyen est le terme, mais c'est pas très grave, il va écrire du code, il va faire un petit peu d'archi, un senior, il va faire un petit peu plus d'archi. Il y a le côté qu'à chaque fois on monte, et en général, ça se fait aussi parce que le junior coûte moins cher, le médior coûte un petit peu plus cher, le senior coûte encore plus cher, le lead tech coûte encore plus cher. Et là, on a un nouveau truc en bas qui coûte pas cher, donc on va vouloir se mettre au-dessus. Moi, je vais essayer de joindre justement ce qu'on disait par rapport aux juniors et ce qui était dit avant pour l'adoption de l'IA. En fait, je pense qu'effectivement, on va avoir un point de vue qui va être plus lointain et il va falloir penser plus architecture pour quand on va développer les logiciels. Donc, si on a un junior qui est juste, entre guillemets, un petit peu scolaire, il n'est pas une plus-value par rapport à ce que va faire l'IA. Par contre, si il monte, ça lui permet de monter très très vite en compétence et d'avoir une vue plus globale du logiciel et il va en fait très vite monter vers le côté architectural du logiciel. Et ça me faisait penser que, pour revenir un petit peu en arrière avec ce que je disais, enfin, la question qui a été levée par rapport à l'adoption, nous, on a commencé à utiliser l'IA en, je dirais, 2022-2023. En fait, dès que c'était possible, on l'a testé, en étant moyennement convaincu par le code qui était généré à ce moment-là. Par contre, ce qu'on a observé, enfin, ce que moi j'ai observé, c'est qu'on était 3 à l'avoir utilisé, donc complètement en ordre désordonné. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y en a pas un qui l'a, comment dire, qui l'a utilisé ou qui l'a testé de la même façon. Et moi, entre autres, ce que j'ai eu à faire, c'était de justement tomber sur une refacto avec, avec du code qui avait une grosse dette technique et que très franchement, je n'arrivais pas à assimiler rapidement. Donc ce que j'ai fait, c'est d'utiliser l'IA, non pas pour générer du code, mais pour l'auditer, pour rajouter du commentaire. Et aussi ce que j'ai dit, je ne sais plus comment je l'ai formulé, comment je l'ai prompté, mais en gros, il y a des moments, je me retrouvais avec des lignes de code qui étaient, je vais dire, codées à l'ancienne, où ça faisait énormément de choses à la ligne, avec des variables qui n'étaient pas assez explicites, malgré le fait que j'avais un contexte bien cadré. Donc j'ai fait auditer ce code par l'IA et je lui ai fait, entre guillemets, éclater le code façon accordéon pour qu'elle fasse une chose par ligne, ce qui m'a permis de vite rentrer, entre autres, dans le contrôleur et de comprendre ce qu'il faisait. Il a réécrit donc les variables avec des vrais termes explicites. Je lui ai fait ajouter des commentaires et ça m'a permis très rapidement de voir explicitement comment j'allais comprendre la chose. Et c'est comme ça que moi je suis rentré dans l'IA, parce qu'au départ, j'y croyais pas. Très franchement, je croyais pas que le code allait être assez solide, fiable. Et puis, je n'aimais pas le côté perdre le contrôle de ce que j'allais commit. Je détestais cette sensation. Donc, je suis rentré par l'audit. C'était une façon de me faire assister pour comprendre ce que j'allais faire en refacto. Et aussi, j'ai vu la fiabilité du chose. Et du coup, quand les modèles ont augmenté en qualitatif de génération de code, bah, j'ai fait la transition tout seul. Alors que par contre, je pense que d'autres personnes, si on leur dit utilise un prompt qui va te générer du code, je pense qu'ils auront peut-être l'appréhension que j'ai eue et ils ne le feront pas. Par contre, en assistance d'audit et de compréhension d'un vieux code, je pense qu'il y en a d'autres qui vont faire le saut tout naturellement après. Tu veux y aller ou j'y vais? Allez, moi. Alors. Là, c'est bon. Ok, désolé. J'ai entendu scolaire tout à l'heure, du coup, je me suis levé puisque je sors d'école. Et je m'étais dit, ça peut être intéressant d'apporter mon œil de junior là-dedans. Aussi parce que à l'école, on nous apprend tout un tas de patterns d'architecture, de patterns de code aussi. Et on nous dit, le plus important, c'est ce que vous allez produire. Vous allez vous dire que ce sera relu par d'autres de vos collègues et ça doit être compris. Et du coup, on se dit, ah oui, ok, ce qu'on doit produire, ça doit être compris par un humain. Or, si demain, tout le code il est généré par de l'IA, il va se baser du coup sur le code qu'il a. Et du coup, je me demande réellement si ces patterns-là, ils font avancer l'IA aussi rapidement que du code qui est sorti par de l'IA directement. Et du coup, qui ne respecterait pas certains patterns de code. Donc en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être à expérimenter. Et je me demande s'il y en a parmi vous qui ont fait cette expérience-là de dire je vais générer du code où je me dis ah, je suis pas super content du résultat parce que
Il a fait 2 fois la même chose avec des lignes de code un peu différentes. Il a même pas factorisé. Moi, je l'aurais fait différemment. Je vais le forcer. Et d'un côté, on va laisser faire. Et on va voir au bout d'un moment, quand le logiciel va devenir plus gros, euh, est-ce que nos MR, elles vont mettre longtemps avant d'arriver à bout ou pas? C'est-à-dire, est-ce que en fait, le fait de réfléchir comme des humains et de forcer l'IA à faire comme des humains, est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, ça c'était une vraie question que je suis en train de me poser aujourd'hui. Super chaud de répondre à ta question, hein. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle me met minable en termes de code. Je l'utilise régulièrement pour, notamment quand j'apprends un nouveau langage, pour lui demander la correction. Donc, je fais honnêtement mon travail. Et puis ensuite, quelque part, je lui demande, allez, vas-y, c'est du Kotlin, je suis pas bon en Kotlin, comment tu l'aurais fait? Et généralement, je me fais éclater, mais un truc de fou, et j'apprends énormément. Donc, je dirais, en tant que senior ou en tant que vieux, j'apprends vraiment énormément. Mais à nouveau, si je prends la posture d'ingénieur, est-ce que vraiment c'est ça désormais qu'il faut que j'apprenne? Tout à l'heure, on a parlé de est-ce qu'on ne se met pas dans une ornière en se spécialisant trop? Et si je reviens à mon métier qui est de faire sortir du logiciel par le code, finalement, est-ce que je dois écrire du code qui marche ou est-ce que je dois faire écrire du code qui marche? J'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression qu'on est en train de bouger vers se faire écrire le code qui marche. Il y a une remarque qui m'est venue avec notre précédent intervenant, dont j'ai beaucoup aimé le point de vue, c'est effet rebond. En fait, c'est complètement un effet rebond ce que tu as présenté tout à l'heure avec la personnalisation de ce qu'on pourrait faire demain en logiciel. Et ce qu'a dit l'autre précédent intervenant aussi, c'est-à-dire qu'en somme, un des effets rebonds, c'est, puisque j'ai plus de temps, j'ai maintenant la possibilité d'utiliser l'IA pour écrire du code qui va me permettre d'auditer l'application. Donc, je peux enfin prendre une partie de la bande passante qui m'était dévolue, en tout cas dans cet intervalle où on ne me met pas encore la pression parce que j'ai un tel gain de temps qu'on ne sait pas encore me mettre la pression pour me dire cet écran, je veux qu'il soit prêt dans 30 minutes. Je peux l'utiliser désormais pour faire parler le logiciel sur lequel je travaille et pour gagner de l'information. C'est un autre effet rebond que moi j'utilise personnellement. C'est ce que cet après-midi, j'étais en train d'écrire un auditeur du code sur lequel je suis en train de travailler, parce que pour moi, il est legacy. Et finalement, c'est pas tellement les patterns de code qui vont m'intéresser, plus que, mais ça fait quoi au fait? Qu'est-ce que ça fait que cette application? C'est quoi sa source de données? Vers quel écran elle essaie de l'amener? Est-ce que les utilisateurs sont de type admin, utilisateur, avec des droits, sans droits, etc. Enfin, vraiment déjà me faire une idée de ce qui est en train de se passer en dessous. Et à nouveau, quand je disais tout à l'heure, le refactoring est peut-être mort. Bon, c'est une prédiction qui en vaut une autre, hein. Mais je me demande si du coup l'effort sur les patterns va être si nécessaire demain, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, l'IA me met minable en termes de code. Elle produit des trucs largement plus factorisés et largement plus idiomatiques, y compris dans des langages que je ne connais pas. Et aujourd'hui, bien souvent, je dois intervenir sur des bases de code dont j'ignore le langage. Est-ce que tu veux réagir tout de suite ou est-ce que tu veux que je remette une pièce avant que tu réagisses? Lâche la pièce. Allez, j'ai plusieurs pièces. Lâche les pièces. J'ai entendu le mot effet, enfin le terme effet rebond. Je suis complètement en phase avec ce phénomène. L'effet rebond, j'imagine que c'est assez familier pour tout le monde, mais c'est un concept en économie qui dit que quand une nouveauté ou un nouvel outil ou un nouveau moyen de transport diminue le coût pour faire la même chose, en fait, on va pas faire autant de choses pour moins cher, on va faire plus de choses pour le même prix qu'actuellement. Et donc, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué. Beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, vont dire l'IA va vous remplacer. En fait, je pense que c'est pas du tout ça qui va se passer. C'est qu'on va plutôt arriver sur ce phénomène de on a autant de temps qu'avant, mais le temps qu'on passait à faire les choses qu'on faisait jusqu'à maintenant, on va pouvoir en déléguer une partie et faire d'autres choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Et notamment pour la formation et l'audit, je pense que c'est super important. On n'est pas omniscient, personne n'est omniscient, personne ne le sera jamais, mais on peut aller beaucoup plus vite sur la formation grâce à ces outils et c'est super intéressant, je trouve, et c'est en partie pour ça que notre métier va complètement changer. Un autre constat que j'ai fait, c'est que on se pose souvent la question du que vaut mon code généré. Je suis assez partisan du fait qu'on reste propriétaire du code qu'on produit, qu'on le produise sans ou avec IA. Et donc, il faut quand même qu'on soit en capacité de s'assurer que le code qu'on produit, donc grâce à un LLM,
soit lisible par quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre utilise un LLM ou pas. Je pense que c'est des principes qui sont assez importants. Et dans cette phase d'adoption où tout le monde est un peu dans des phases différentes et dans des usages différents, et notamment sur l'expérimentation dont tu parlais tout à l'heure, que chacun se fait sa propre vision de l'outil, je pense que c'est important de s'accrocher encore à ce fait-là que même si c'est un LM qui m'a assisté pour générer ça, il faut que je sois capable de le comprendre. Sinon, c'est un peu comme si c'était du code perdu, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Bah, tu vois, tu parles d'être propriétaire du code qui est produit. Moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je pense qu'on est garant de la qualité de la solution qu'on donne. Mais aujourd'hui, on voit ça par le prisme du code. Si demain, le comportement de la solution, il m'est expliqué tout aussi bien par un ensemble de trucs que j'ai mis en place, que ce soit, enfin, typiquement, moi, l'exemple que j'utilise beaucoup, c'est aujourd'hui quand je développe, je peux passer énormément de temps à mettre en place une stack d'observabilité qui me permette de valider le comportement plus que bah, la ligne de code en elle-même. Et tant que je suis capable de dire en tant que développeur, je suis sûr que ce que ça fait, c'est ce qui est attendu de moi, enfin, en tout cas de la solution, je suis satisfait, grosso modo. Et ça, c'est, pour aller un peu plus loin et revenir sur ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ça va dans le même sens que un truc un peu plus global où en fait, pour moi, on est en train de vivre une sorte d'abstraction, de nouveau niveau d'abstraction, de la même manière qu'il y a eu, enfin, il y avait le binaire, ensuite il y a eu l'assembleur, ensuite il y a eu le code, le C bas niveau, ensuite il y a eu des langages avec des fuites de mémoire, et maintenant il y a le LLM. À partir du moment, enfin, c'est notre point d'entrée avec la création de solutions logicielles. Ça a été le code traditionnellement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est les LLM. Est-ce que ça m'empêche de faire bien mon travail, de passer uniquement par ces LLM sans passer par le code? Bah, j'ai pas l'impression, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Savitch. Je vais paraître pour le vilain méchant, mais non. Dans l'idée, aujourd'hui, on se dit et on projette beaucoup à analyser que l'IA, sur l'avenir du développement, c'est la baisse du coût de la ligne de code. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que tout ce qu'on utilise, des LLM, des GPU qu'il y a derrière, rien n'est facturé au prix que ça nous coûte vraiment. Aujourd'hui, la plupart des grandes boîtes de France ont reçu des financements énormes pour utiliser des moteurs d'IA. Et du coup, oui, aujourd'hui, on va plus vite, mais à quel coût? Quelle est notre capacité dans le futur à produire des GPU pour les besoins qu'on a de nos modèles? On vit une course à deux vitesses, de deux courbes qui, je l'espère, pour nous, vont se croiser. C'est la puissance des modèles et leur nécessité à avoir des GPU énormes. Pour le moment, ces deux courbes, elles n'ont pas des trajectoires à se croiser du tout. Mais j'ai espoir qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus essaient de sauver un peu, parce que je ne sais pas dans quel horizon on va si aujourd'hui les modèles comme Sonnet, 4.5, 4.6, etc., au plus, sont vraiment excellents, mais ils sont très 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 gourmands. Et donc, dans les faits, vos boîtes peut-être ont eu des accès cette année. J'ai entendu beaucoup de boîtes ont eu des accès pour utiliser de l'IA. Faites d'époque, vous avez eu des curseurs, des clouds. Vos boîtes n'ont pas payé grand-chose. Mais vous savez, on s'est moqué pendant des centaines d'années de se dire pourquoi le poisson il mord toujours à l'hameçon, quoi. C'est fou, quoi. Et pourquoi ils ne se sont pas passé le mot qu'au bout d'un moment c'est un piège? Bah, là, en vrai, ces outils sont pas chers pour créer du besoin et créer un marché, mais ne sont pas du tout vendus à des prix économiques. Donc, même s'il y a un effet rebond, les effets rebonds, la voiture coûtait vraiment pas cher à produire et elle a changé le transport. Là, ça coûte pas cher, mais c'est un faux coût pas cher. Ça coûte extrêmement cher. Alors, je vais rebondir là-dessus. C'est aujourd'hui OpenAI, quand ils vendent un token, que ce soit à travers une subscription codex ou à travers une API, ils se font de l'argent. Ils ont des marges positives sur tous les tokens qu'ils vendent. Anthropic sont à peu près un petit peu plus de 50% de marge, donc les mecs derrière Claude, quand on prend juste le coût de l'inférence, donc pas le coût d'entraînement des modèles. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les tokens que vous payez, vous faites gagner de l'argent aux entreprises à qui vous les payez. Donc là-dessus, il n'y a pas de subsidizing dans le sens où OpenAI ne perd pas de l'argent quand tu utilises leur modèle. Ce qui est vrai, c'est que si tu prends en compte l'entraînement, effectivement, là, ils perdent de l'argent.
Ceci dit, c'est de la même manière qu'une boîte qui investit dans de la R&D, qui perd de l'argent pour acquérir des clients. C'est des calculs qui sont faits au niveau de la boîte de on va investir tant dans un modèle pour prendre tant de parts de marché. Donc là-dessus, il n'y a pas on va dire, d'inquiétude à avoir. Les tokens sont rentables. Un autre point là-dessus, c'est que le coût de l'intelligence la plus haute que vous pouvez obtenir est à peu près toujours le même, voire a tendance à augmenter. Par exemple, un Opus 4.6 coûte très cher, surtout en version rapide. Ceci dit, si vous regardez des modèles équivalents, donc par exemple un Qwen 3.5B coder avec des noms complètement imbitables qui sortent, en général, on voit à niveau d'intelligence égale une division du prix du token par 10 ou par 100 chaque année sur des modèles open source. Alors oui, c'est payé par Alibaba qui entraîne le modèle, mais une fois que le modèle est entraîné, il est là. Ce qui fait que si on était capable de se contenter de Sonnet 3.5 ou de Sonnet 4, on aurait un accès plus ou moins illimité pour Peanuts. Il y a un point aussi qui est important là-dedans. Un salaire de développeur, ça coûte à une boîte, on va dire, entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc, une subscription à 20 euros par mois, même à 200 euros par mois, il n'y a pas besoin de beaucoup de pourcentage de productivité en plus pour que ce soit rentable. Pour les GPU, on est effectivement limité dans le sens où on n'a pas autant de production qu'on voudrait. Idéalement, on en voudrait une infinité, mais bon, ça demande des investissements. Mais ce n'est pas le plus gros bottleneck. Les plus gros bottlenecks sont au niveau de génération d'énergie, surtout pour les États-Unis. Ils vont plus ou moins s'en sortir en utilisant de l'énergie quand la grille en a moins besoin, mais là-dessus, ils ont vraiment des problèmes à construire des choses. On a des gros bottlenecks aussi en termes de construction de mémoire. Je pense que vous avez tous vu les prix de la RAM qui explosent. On a des gros bottlenecks en termes de construction de disques durs. Ceci dit, en général, ça va. On peut s'en sortir avec des modèles qui sont moins bons. Ça va demander plus de scaffolding et de choses comme ça. On peut s'en sortir avec des modèles qu'on fait tourner sur des serveurs qui coûtent moins cher. Et les GPU, effectivement, augmentent en taille. Il y a pas mal d'expérimentations du style des Cerebras, des trucs comme ça, qui mettent énormément d'argent pour avoir des trucs très, très, très rapides. Mais sur l'IA, il y a un coût pour être à la pointe qui est énorme. Même aujourd'hui, en payant un abonnement Codex, vous payez un premium pour être à la pointe qui est absolument énorme. Donc, à ce niveau-là, OpenAI va peut-être couler, j'en sais rien. Anthropic va peut-être couler, j'en sais rien. Toujours est-il que d'ici 6 mois, 1 an, vous aurez des modèles du niveau d'Opus 4.6 pour un prix dérisoire. Ça, je suis totalement d'accord parce que honnêtement, les modèles s'améliorent. Mais les GPU, pour le coup, il y a une vraie crise même pour les fondre. Les chaînes de production, elles ne suivent pas. Nvidia a redemandé énormément de financement à OpenAI et Anthropic pour fournir plus de GPU. GPU qui sont fabriqués dans un pays qui est Taïwan, qui n'est pas considéré comme un pays. Donc il y a une espèce de poule renard vipère international de pays où les machines qui fabriquent les GPU sont produites aux Pays-Bas. Tout le financement est aux US, toute la production est à Taïwan et toutes les terres rares sont en Afrique centrale. Du moins les terres rares les plus utilisées pour le GPU H100 qui est le plus utilisé aujourd'hui pour faire tourner les modèles. Et donc c'est un peu quand même compliqué, c'est-à-dire que la croissance de notre besoin d'IA va être difficile à suivre en termes de matériel. Du coup, le coût, il va falloir vraiment travailler sur énormément d'optimisation. Et c'est en ça où je me dis, est-ce que l'avenir, et Nvidia, Jensen Huang a changé son discours, maintenant il va plus parler d'IA locale sur des devices parce que des gros modèles qui tournent sur d'énormes GPU, ça va être difficile d'avoir une croissance infinie sur cette thématique-là, alors que des modèles qui tournent en local, je pense plus d'avenir là-dessus pour de l'assistant au quotidien et d'utiliser du multimodèle à des cas d'usage particuliers. Alors là-dessus, ce qui m'étonnerait, c'est que le modèle local, ça a un côté sympa, mais ça a un côté sympa si on assume qu'on ne peut pas utiliser on peut pas utiliser ce silicone pour construire des GPU dans des serveurs. Et il y a un côté que sur beaucoup de ressources, on a envie de partager un maximum l'utilisation. On a envie que nos GPU tournent à 100%. Et du coup, on va dire le silicone, de toute façon, c'est TSMC qui fait vos ordinateurs Apple, c'est TSMC qui fait vos H100, vos Blackwell de Nvidia que vous utilisez quand vous appelez Codex ou OpenAI. Même si bon, il y a aussi maintenant ça tourne aussi sur du Google et de l'Amazon. Mais il y a la question de est-ce que ça sert? Est-ce que vous voulez vendre un GPU dans un Mac à 500 euros ou est-ce que vous voulez vendre une carte Blackwell à 2000 euros? Bah, le calcul il est assez rapide. Le GPU dans le Mac, il va avoir un taux d'utilisation qui va être, je sais pas, 0, 1, 5% selon ce que vous avez ouvert. Le GPU qui va être dans un data center, il va être utilisé constamment. Du coup,
On voit ça par exemple avec la RAM. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire du B2C, enfin beaucoup de gens, un ou deux constructeurs sur les trois, qui ont complètement arrêté le B2C et qui au contraire font que du B2B parce que la RAM dans des serveurs est utilisée tout le temps, là où dans vos devices, elle n'est pas utilisée. Donc là-dessus, j'avoue que je ne suis pas convaincu sur l'IA locale dans le sens où avec les devices qu'on existe, effectivement, c'est déjà fait, on peut les utiliser. Mais par contre, sur le long terme, c'est, je pense, pas une stratégie gagnante. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on n'a pas trop répondu à la question, mais c'est plutôt logique parce que je pense que personne ne sait vraiment ce qu'on va faire demain. Mais en tout cas, on a discuté de plein de choses et c'était super intéressant. Donc, en petit résumé de ce que j'ai noté, donc on va tous peut-être prendre un peu de hauteur, passer plus sur des questions d'architecture, d'audit, peut-être plus de monitoring, à essayer de construire les choses pour que justement on aide l'IA plutôt que de faire comme ce qu'on fait encore un peu aujourd'hui. On a parlé pas mal de l'effet rebond. Moi, je ne connaissais pas personnellement, donc merci Florian pour cette petite explication sur l'économie. À la fin, on a pas mal discuté aussi sur justement techniquement, physiquement, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, quel va être le futur. Et en effet, je pense qu'on ne sait pas. Et ce serait intéressant de refaire le point dans une semaine. Peut-être qu'on en saura plus. Pareil, je coupe un peu sur cette discussion de quel est l'avenir. De toute façon, clairement, on ne sait pas trop et tant mieux, je pense. Pour passer sur un autre thème, plus, on en a déjà parlé un petit peu. D'ailleurs, Adrien, tu en as parlé un petit peu. C'est aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on dit à une personne qui débarque comme ça dans le monde du développement? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était très simple avec notre expérience d'aider les plus juniors qui venaient dans nos entreprises sur nos missions parce qu'on savait très bien comment les guider. On savait leur dire, bah voilà, il faut que tu apprennes telle technologie, telle approche, telle méthodologie, ça marche et tu peux passer ces formations, etc. Là, aujourd'hui, on est tous un peu dans l'expectative de, en fait, qu'est-ce qu'on va faire même nous-mêmes demain? Et donc, quelles sont, selon vous, les approches que pourraient prendre les juniors pour découvrir le monde de l'informatique, du développement, et comment nous, on peut les accompagner? Moi, je dirais un truc par rapport à ça, c'est que il faut pas s'inquiéter. Il y a un côté que c'est super inquiétant aujourd'hui d'être junior dans le monde de l'informatique. Mais les juniors ont un avantage absolument énorme comparé à toutes les autres personnes, c'est qu'ils ont pas ou peu d'idées préconçues et ça leur donne un avantage absolument énorme pour adopter énormément d'outils. Et du coup, là-dessus, je dirais ne pas s'inquiéter, être curieux, chercher à toujours faire mieux, ne pas hésiter à remettre en question les choses. Ils sont là pour ça. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui pour un junior d'apporter énormément de trucs parce qu'il dépasse complètement d'autres personnes, parce il est ouvert d'esprit, il est ouvert à de ses outils. Et je dirais quoi, ils ont une opportunité énorme. Ça paraît être vraiment pas un supermarché, mais ils peuvent très bien s'en sortir et des fois beaucoup mieux que d'autres personnes. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, du coup, vis-à-vis du fait qu'un junior, il a de l'avantage dans le marché aujourd'hui parce que justement, il vient pas avec des idées préconçues, etc. Je pense que c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. J'ai eu l'exemple il n'y a pas si longtemps dans ma boîte où on a recruté un alternant et ça s'est très mal passé. Et pas de notre faute, pas de sa faute, etc. Mais juste parce que je pense qu'il y a un avantage que nous, on a aussi en tant que médior ou senior, c'est que justement, on a aussi cette vision de qu'est-ce que c'était, entre guillemets, le monde avant l'IA. Et que eux n'ont pas forcément cette expérience-là. Et du coup, ils se retrouvent confrontés à l'IA, qui est un outil génial, mais qui a aussi, franchement, des abysses à partir du moment où tu sais pas bien l'utiliser, où tu n'es pas capable de critiquer ce qui t'est fourni, où tu n'es pas capable d'avoir, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur juste est-ce qu'elle implémente correctement certains concepts, est-ce elle produit du code de qualité, etc. Et nous, c'est un sujet auquel on s'est retrouvé confronté, où au final, un étudiant du coup alternant en master avec un certain bagage technique. Après, j'ai pas le détail de son programme à l'école, etc. et de qu'est-ce qu'on lui a donné exactement comme outil pour justement se confronter au monde du travail en alternance. Mais en fait, on s'est retrouvé confronté à, enfin, pas confronté, mais on était avec quelqu'un qui comprenait pas vraiment ce qu'il faisait, qui utilisait l'IA de manière, c'était obvious. Je pense que quand on review une PR, il y a certains indices qui assez facilement nous permettent de voir que c'est quelque chose qui a été vibe codé, qui n'a pas été forcément réfléchi, sur lequel il n'y a pas eu vraiment de réflexion sur l'implémentation.
Et je pense que c'est quelque chose où il faut faire très attention et qui est d'ailleurs pas un sujet que pour nous dans la tech, mais qui est aussi un sujet global avec les élèves qui font leur DM à la maison avec des IA, et ouais, de manière globale, l'apprentissage. Et là, je pense que du coup, nous, en tant que développeurs et en tant que personnes dans la tech, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ça, d'éduquer les gens autour de nous et surtout les juniors sur, ok, l'IA, c'est un outil super cool, mais comment on l'utilise et comment on prend du recul sur ce qu'elle nous fournit pour toujours avoir ce truc d'exigence et de production de qualité, quoi. Ouais, je suis tout à fait aligné avec toi. Alors, je suis un peu je suis project manager, donc je viens parler de comment accompagner des développeurs juniors. Pas compris le principe de la conférence, visiblement. Mais bon, c'est pas le sujet. Je suis un ancien développeur. Et en fait, sur l'accompagnement des juniors, je pense que plus que jamais, j'ai le sentiment qu'il faut revenir sur des bases théoriques. Je m'explique. En fait, dans l'évolution du développement, on a vu beaucoup de choses se passer. Il y a eu beaucoup de révolutions. Quand on a été junior, on commençait à faire du code répétitif. Après, on allait prendre les meilleures librairies. Après, on prenait des librairies de plus en plus innovantes parce que ça faisait du bien au CV, d'une certaine façon. Mais on se rendait compte d'une chose, c'est que pour faire un code durable, évolutif et de qualité, ça ne dépendait pas de la technologie, en fait. La technologie, c'était qu'un détail. Finalement, ce dont ça dépendait, c'était de l'ingénierie du logiciel qui s'appuie sur des techniques de craft et tout ce qui va bien. Et je pense que cette valeur-là, de comprendre comment faire du code proprement, comment mettre de l'ingénierie logicielle au cœur même du logiciel, c'est une valeur qui pour moi sera indémodable. Peut-être jusqu'à ce que l'IA apprenne à le faire tout seul, mais pour ça, il faudrait que ça lise beaucoup de livres, je pense. Mais bon, derrière tout ça, ce que je veux dire, c'est que je pense, à mon avis, que quand on est junior, aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, où en fait l'IA peut faire, comme tu disais, tout et n'importe quoi, avoir cet esprit de discernement, de dire je sais détecter à quel moment l'IA fait n'importe quoi et je sais ajuster en fait l'IA pour qu'elle fasse quelque chose proprement, c'est une valeur qui va être de plus en plus recherchée. Parce qu'une IA qui est mal utilisée, finalement, ça produit du code moins maintenable qu'avant, d'une certaine façon. Et je pense que la vraie valeur pour moi de l'ingénierie du logiciel est là-dedans, c'est comment j'arrive à mettre du discernement, comment j'arrive à comprendre ces bonnes pratiques au plus tôt dans mon apprentissage pour les mettre en pratique. Moi, je venais pour faire le parallèle avec le monde de l'éducation et de l'enseignement. C'est trop bien parce que du coup, on l'a fait avant que je parle, donc c'est super, pas de souci. C'est le jeu aussi. J'ai discuté dernièrement avec des gens, avec des professeurs, et le constat, c'est un constat que tout le monde connaît. Les devoirs à la maison, c'est impossible d'en faire aujourd'hui parce qu'en fait, on ne peut plus juger un devoir sur est-ce que l'élève a réussi ou pas, est-ce que la réponse qu'il ou elle a écrit, est juste ou pas. Parce qu'en fait, ça ne va pas juger la manière dont il a compris le sujet, on va juger est-ce que le LLM qu'il a questionné a donné la bonne réponse. Et ça revient aussi à un petit truc dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut juger la qualité du code d'un junior aujourd'hui à est-ce qu'il a réussi ou pas à faire le travail qu'on lui a demandé. C'est est-ce qu'il a réussi ou pas à imprégner le sujet et à pouvoir critiquer ce qu'il a produit. Ce qu'il a produit avec ou sans LLM. Et ça, si on le faisait déjà avant, et je pense qu'il faut être encore capable de le faire aujourd'hui, c'est OK, tu as réussi à traiter le ticket, ça fonctionne. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne et pourquoi c'est la meilleure solution? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? On pourrait déterminer tout de suite si le ou la junior est en progression, s'il est capable de répondre à ces questions. Et je pense que c'est quelque chose qu'on faisait avant. Rien ne nous empêche de le faire encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur les compétences qui vont être nécessaires justement sur l'accompagnement des juniors. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est sur le fait qu'on est en train de presque reprendre entre guillemets une sorte de niveau de supervision de tout ce qui est système agentique et donc de comprendre des paradigmes, je sais pas, d'architecture, de vie du logiciel et ce genre de choses. Ce que tu viens de dire aussi, c'est sur la partie finalement, quelles sont les méthodes qui nous permettent, qui nous donnent l'enabler finalement pour réussir à donner de la pertinence au sein des solutions IA. Donc c'est-à-dire de ne pas partir sur une solution qui va être globalement quelque chose de jetable parce qu'on s'est trompé, on arrive dans un cul-de-sac, mais d'arriver sur quelque chose de pertinent, c'est-à-dire qu'on a eu une approche, une sorte de fil rouge qui nous a aidé à se dire bah, peut-être qu'on avait du legacy, j'ai mis je sais pas, le bon filet de sécurité qui fait que je redonne la main à l'IA pour essayer de le faire évoluer et répondre à l'enjeu métier. Et dans ces compétences, ça tombe bien, t'es product manager. Moi, je vois la nécessité absolue que les devs acquièrent d'autres capacités qui ne sont pas du tout du développement. C'est-à-dire que je trouve que ça n'a absolument aucun sens de faire une formation en Angular. Mais vraiment,
genre Spring, Angular, tout ça. En fait, l'IA vraiment connaît beaucoup mieux les frameworks que nous. Je crois que qui est-ce qui en parlait tout à l'heure? C'est toi, Arthur, je crois. Je sais plus, il est là. Je me suis téléporté. Et par contre, je trouve qu'on a dans un métier en fait qui va entre guillemets, qui se compresser d'un point de vue compétences. Et typiquement, je trouve que la première compétence qu'on a besoin d'acquérir en tant que dev, c'est la notion de valeur de ce qu'on est en train de livrer à nos clients. Pourquoi est-ce qu'on est dans une sorte de système d'information? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'informatique? Souvent, c'est pour faire gagner des parts de marché, du business à des entreprises qui sont en train de se positionner sur un secteur très concurrentiel. Et le fait que des devs ne soient pas capables d'appréhender l'enjeu de pourquoi est-ce que finalement on est en train de positionner une solution, une fonctionnalité sur le terrain et de ne pas être capable de la monitorer, d'avoir l'approche produit, d'adoption, de monitoring qui va avec, d'impact, de est-ce que ça crée du ROI, est-ce que ça crée de la valeur pour l'entreprise. Je trouve que c'est cette partie qui met en danger le développement. Parce que typiquement, si on doit se projeter pour moi sur l'avenir du dev, ce genre de personne est beaucoup trop en avance par rapport à des développeurs pour appréhender le développement avec un système agentique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est product manager, on a la compréhension du business, du marché, des interlocuteurs métiers, des C-level, de parler aux bonnes personnes pour gagner des produits, des projets. D'accompagnement, on va parler aux utilisateurs finaux directement pour faire de l'accompagnement, pour faire la conduite du changement. Et en plus, si ces personnes-là savent très bien comprendre comment est-ce qu'on fait pour prompter une solution, utiliser en self-service des générateurs qu'on aura en plus développés nous-mêmes pour les mettre en self-service, très clairement, moi je conseillerais aux juniors d'arriver à comprendre comment est-ce que ces juniors font pour opérer des systèmes agentiques. Donc c'est à prendre le recul pour faire en sorte d'avoir de la pertinence, mais en plus de vendre leurs approches comme d'autres. J'aime bien faire le parallèle avec d'autres professions. Dans le métier du bois, par exemple, quand on a un menuisier, un charpentier qui vient à la maison, on vient pas seulement juger la qualité du travail, mais est-ce qu'il s'est focalisé sur ce qu'on souhaitait? Est-ce qu'il a il a répondu à notre besoin? Est-ce que le prix était intéressant? Est-ce que donc attractif? Ou est-ce qu'il est parti en délire pendant un mois et en fait à la fin j'ai une cuisine qui répond pas du tout à ce que je veux? Et en fait c'est ça pour moi le risque du métier de développement, c'est que parfois on est encore trop dans le délire de se dire tiens je vais faire un refactoring qui va prendre un mois, qui n'aura absolument aucune valeur et on n'est pas capable de pitcher, toujours pas capable de pitcher la valeur de ce qu'on a positionné en production pour nos clients. Alors, je rebondis là-dessus parce que je te trouve quand même assez dur quand même envers les développeurs juniors. C'est-à-dire non seulement ils doivent être capables de comprendre les frameworks, de comprendre le craft, et en plus d'être PO, ça fait quand même une marche assez compliquée, Cédric, je trouve. Je veux dire, ça commence à faire un peu beaucoup pour une personne qui sort d'école. Mais je vois où tu veux en venir et je pense qu'en termes de cible, on va y arriver. C'est un peu la porosité des métiers dont Louis parlait tout à l'heure, en disant est-ce que finalement aujourd'hui rester développeur en voulant être cantonné à une spécialité, ça ne va pas nous renfermer dans un monde qui est en train d'évoluer vers plus de diversité en termes de compétences. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Mais pour un développeur junior, je pense que ce monde-là est un peu compliqué à appréhender pendant qu'il est en formation. En effet, on fait beaucoup de choses en formation, en école d'ingénierie, on fait du développement, on fait même de la comptabilité et autres matières qui nous servent à rien après, c'est un détail. Mais grosso modo, on fait pas mal de choses et je pense que cette marche-là à l'entrée peut être un peu compliquée. Il y a peut-être un chemin à définir pour arriver à cette cible, mais je pense pas que le point de départ, ce soit que le développeur junior fasse PO, développeur comprenne le business, enfin, ça fait un peu beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être un chemin à construire là-dessus et je te rejoins en termes de cible, mais en termes de première marche, ça me semble un peu compliqué quand même, pour le coup. Ouais, je voudrais m'exprimer là-dessus. Je sors d'une expérience assez amusante. Donc j'ai repris un métier de prof aux mines de Saint-Étienne de septembre à décembre. Et j'avais fait ça il y a 10 ans à Epitech et à Supinfo. C'était très chouette. Mais ça a complètement changé, notamment au moment de faire les corrections des travaux. Comme ça avait été dit, j'ai pas corrigé des travaux faits par des élèves, mais j'ai corrigé des travaux faits par des IA. Ça se voit très vite dans les markdowns qui m'ont été rendus, qui sont des tartines de blabla, le vomi de ChatGPT, hein, littéralement. Et donc, en tant que prof, en assumant ce rôle-là, je me suis trouvé très démuni parce que je ne sais pas évaluer si les élèves ont compris ce que je leur ai raconté. Donc j'ai un petit peu peur, moi, sur la génération d'élèves qui va arriver, parce que... Enfin, d'élèves, pardon. La génération de juniors qui va arriver, parce qu'il y aura celle qui aura compris que ce qui était important, c'était d'apprendre un skill, versus ceux qui auront appris que ce qui était important, c'est d'avoir la note, et donc de passer l'examen. Et quand on va faire le vrai travail, en fait, je pense que là, il y aura un vrai tri à l'entrée sur ceux qui auront travaillé honnêtement et ceux qui auront moins travaillé.
Euh, c'est le jeu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si on va pas avoir une pénurie de GPU humains. Parce que la triche est généralisée, très clairement. Ce que ça m'amène comme réflexion, c'est quand ensuite on va les mettre sur des vraies problématiques, est-ce que les réflexes vont être les bons? Est-ce que choisir un framework, choisir un outil, quelque part, à un moment donné, je veux faire une application, on s'en fout que ce soit Java, on s'en fout que ce soit Python, je veux une application. Est-ce que ça, ils vont savoir faire? Est-ce qu'ils vont effectivement être capables d'auditer la qualité? Ça, je pense que non. Je pense que justement, c'est le chemin qu'on a eu, nous, les vieux, il a un avantage, c'est qu'effectivement, quand on regarde du code, on est capable de dire si il est correct ou pas correct. On est aussi capable de dire si l'incrément qu'on a demandé, il a la bonne taille. C'est-à-dire, est-ce que le problème qu'on a donné à l'IA, il était trop petit, bien dimensionné ou trop gros? Fais-moi une application dans le domaine bancaire, ça donnera jamais rien. Fais-moi un écran qui présente 3-4 composants et je vais commencer par cette étape-là, j'y crois déjà un petit peu plus. En tout cas, dans une démarche apprenante, d'y aller étape par étape pour voir quelles sont les limites aussi de l'outil que j'ai sous la main. Est-ce que je peux raisonnablement lui faire ça? Voilà, c'est bon. En tout cas, c'était très très navrant comme expérience. Et je suis désolé donc si vous récupérez mes élèves demain sur vos projets, mais bon, ça risque d'être très très décevant, y compris pour des élèves ingénieurs. Pour les professeurs, oui, j'ai pas. Alors là, j'ai pas de solution. Je sais pas comment c'est possible de sentir. Enfin, si, à part prendre l'élève étape par étape et dès qu'on voit un code qui est quand même surtravaillé, de lui demander ce que je disais tout à l'heure, en fait, éclate le code et explique-moi ce que. Ça prend du temps. Donc, est-ce qu'on en gagne quand on est prof confronté à l'IA? Pas du tout. À mon avis, c'est même pire. Il y a plus de choses à démêler. Mais par contre, pour revenir sur les conseils des juniors, enfin, ça va pas être une affirmation, ça va être presque une question. Moi, en fait, je travaille sous Symfony et sous PHP, qui est un code qui peut être donc extrêmement ouvert, qui avance, qui est de plus en plus typé. Et j'ai été dans des entreprises où, du fait de la grande liberté qu'offrait le PHP, on m'a extrêmement cadré. Et c'est pour ça que je suis atterri très vite sur le principe du KISS, donc du Keep It Simple and Stupid. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de code qui fait pas 5000 choses en une seule ligne avec des variables qui disent non. Ça, c'est vraiment du jargon de vieux qui ont fait du PHP natif. Mais en fait, je me demande si c'est là où je pose une question. Je n'ai pas la certitude, mais je pense que pour un junior, donc auditer un existant qu'il ne comprend pas, parce que le code est trop complexe ou fait trop de choses en même temps, pour l'ouvrir, pour renommer, pour commenter, va lui permettre de monter en compétence parce qu'il va comprendre le logiciel qu'il a dans les mains. Et je me dis que justement, peut-être que le KISS, enfin donc coder le plus simplement possible et le plus bêtement possible, va lui permettre de monter très très vite en compétence, beaucoup plus vite qu'avant, et va donc lui permettre de faire le saut au-dessus, c'est-à-dire d'avoir une approche architecture ou revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le besoin client. Moi, dans le passé, j'étais en fait designer objet. Donc moi, je partais, le point de départ, c'était, il y a un besoin, il y a un utilisateur, il faut qu'il y ait de l'ergonomie. C'est la même chose pour le logiciel. Et du coup, je suis toujours un peu surpris quand je vois des gens qui sont bien plus forts que moi en code. Quand je leur dis ça ne fonctionne pas, non pas que le code est mal fait ou qu'il n'est pas assez puissant ou pas assez efficace ou pas assez structuré, mais que en fait la façon dont l'utilisateur va appréhender l'outil va créer des mésusages ou des sous-usages. Et en fait, je pense que l'IA développée par IA, ça permet donc de monter très vite en compétences pour avoir une vue générale de l'architecture, pour avoir du coup encore l'échelon du dessus, c'est-à-dire revenir un petit peu à la base. Mais c'est un petit peu tout le contraire de ce qui était dit juste avant que je m'assoie, c'est-à-dire qu'il y a une tendance où on veut aller très vite, on a une pression, surtout si on est junior, on veut vite faire ses preuves, mais le problème c'est que si on commit donc énormément de code qu'on ne comprend pas, on ne monte pas en compétences. Et donc à un moment on va se retrouver dans le mur s'il faut reprendre le code, le débugger. Donc très simple et revenir aux besoins utilisateurs et aux besoins métiers pour apporter une solution, mais qu'on maîtrise de A à Z. Quand on a une question sur un commit,
être capable de dire j'ai fait ça, parce que telle donnée structurelle m'imposait ça, ou même on a bifurqué. Hein. Ouais, moi je me reconnais moyennement, j'avoue, enfin, je comprends le discours qui a amené. Je pense que c'est un discours très senior, je trouve. En tout cas, qui parle un peu moins. En fait, ce développeur junior, pardon, senior dans le sens, dans le métier, quoi. Mais moi, je lui dirais, en fait, pourquoi tu es là, quoi. Alors, pourquoi tu es développeur aujourd'hui? Est-ce que ce qui t'a amené dedans, c'est ce moyen de communiquer avec la machine qui est le code et ces moments où on met la musique et on se retrouve tout seul face à l'écran et voilà, on itère et on aime ça? Ou est-ce que c'est justement répondre à des besoins métiers et apporter de la valeur qui, pour moi, ça est quelque chose que j'ai rencontré plus tard dans mon processus de développeur, qui est pas, c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui être dev. Et donc, pour moi, il y a un peu ces deux sujets, et je pense que le fait qu'un développeur junior ne veuille pas forcément sauter dans ces sujets-là ou soit un peu réfractaire au changement, c'est aussi parce qu'il n'est pas venu pour ça. En fait, lui, ce qu'il vient chercher en tant que développeur junior, c'est ce dialogue avec la machine et ces moments de solitude avec sa musique devant son écran, et pas forcément pour répondre à des besoins métiers, même si c'est évidemment quelque chose qui est important in fine, quoi. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Le junior, je pense qu'il faudrait plutôt pour son apprentissage interdire l'intelligence artificielle. Parce que le cerveau, lui, il est très fainéant. Si on se repose sur ça, il n'a pas l'habitude de comprendre. Et là, on veut monter, et je pense que pour l'utiliser, il faudrait déjà comprendre ce qu'il fait. Déjà, d'une part, parce que il y a aussi le côté sécurité. Ou une IA, quand on va lui demander quelque chose, elle va pas forcément mettre, la sécurité pour la base de données ou autre, et je pense qu'il est super important, pour qu'il comprenne et qu'il monte en compétences, et aussi pour faire de l'architecture plus tard ou autre, qu'il maîtrise son code. Et moi je vais même encore plus loin, je suis pour l'interdiction de, commenter le code pour forcer, la personne à maîtriser ce qu'il fait. Et quand on et là, moi, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai fait mon portfolio, et sur mon portfolio, j'ai tout fait par, intelligence artificielle, sauf qu'en fait, il est pas propre, et il faut remettre, pour que ça soit scalable ou autre pour plus tard, il faut justement qu'on apprenne à lire et à s'en sortir du code avant de pouvoir demander à l'intelligence artificielle de le faire soi-même. Parce que une intelligence artificielle, de toute façon, ce qu'il faut pour qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'on lui dise de faire. Mais on oublie un peu le cadre qu'il y a peut-être dedans. Merci beaucoup. Merci pour ce thème autour de l'apprentissage. Parce qu'on a vu en fait au final que ce n'était pas qu'une question d'accompagner nos juniors, mais aussi d'accompagner finalement à l'école toute la population. En fait, ce n'est pas une problématique seulement liée au métier du développement. Quelques petits résumés. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, déjà aujourd'hui, on a des vraies problématiques. On a eu le témoignage d'un junior qui est arrivé où ça s'est mal passé. Donc, il faut essayer de voir comment trouver des solutions. Donc, on en a des solutions, c'est s'intéresser peut-être à d'autres choses. Donc, déjà, bien comprendre notre métier, avoir une approche peut-être plus orientée autour du produit, proche des utilisateurs, etc. On a beaucoup parlé de ça. Et en fait, il ne nous reste pas longtemps, petit spoiler, il nous reste 5 minutes. Mais j'aimerais qu'on fasse un peu une ouverture sur ça, parce que justement, tu en parlais très bien. En fait, je pense que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, est venu dans ce métier du développement parce que en fait, je kiffe ça, je kiffe vraiment faire de l'algorithmie et faire vraiment du développement pur. Et peut-être que l'aspect produit, c'est pas ce qui m'a intéressé en premier. Et en fait, j'aimerais un peu qu'on se pose la question sur justement des personnes comme moi. Donc là, il y a plein de crafters lyonnais là. N'hésitez pas à venir parler de ce que vous pensez pour l'avenir et déjà actuellement, de comment on garde cette flamme, en fait, comment on garde cette motivation sur le développement. Est-ce que peut-être, est-ce que la notion de kata, par exemple, donc les kata, c'est des petits exercices de code dans le craftsmanship, est-ce que c'est dans 6 mois, ce sera vu comme quelque chose de « Ah, c'était bien ce qu'on faisait à l'époque », réservé un petit peu aux geeks seniors de l'informatique qui ont connu ça, et de se dire « Ah ouais, c'était quand même vraiment bien ».
Où est-ce qu'on va trouver des nouvelles motivations dans notre métier? Je suis pas crafter. Désolé, mais ça arrive juste après. Moi, je voulais juste prendre 2 secondes pour dire, bah, du coup, maintenant, post ce changement de paradigme que j'ai opéré dans mon workflow, je m'amuse comme un petit fou. Plus que je me suis jamais amusé en développant, en faisant de l'informatique. Faut savoir qu'à la base, je suis un énorme nerd. J'ai commencé l'informatique avec Minecraft. Enfin, c'est dans mon ADN ce truc. J'adore l'algorithmie. J'adorais l'algorithmie. Je code plus aujourd'hui. Je m'amuse quand même comme un petit fou parce que cette manipulation des concepts reste les mêmes. En fait, ça a toujours cette compréhension de la machine, tout cet aspect nerdisme qui avait de la valeur quand on faisait du code. Je vais prendre l'exemple par exemple de comprendre comment fonctionne la mémoire d'un ordinateur. Ce qui est intéressant quand on fait l'algorithmie, c'est comprendre comment ça s'interface derrière, qu'est-ce qui se passe derrière au niveau de la machine. Moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé. Ça avait de la valeur, pardon, quand je faisais du code. Euh, Ça aura de la valeur quand je fais du LLM. C'est pas parce qu'il y a cette nouvelle étape d'abstraction dont je parlais tout à l'heure où l'interaction qu'on a avec les systèmes, elle se fait aujourd'hui via le LLM, que comprendre comment les systèmes marchent n'a pas de valeur, n'a plus de valeur. Au contraire, je pense que la valeur de cette expertise, elle est toujours très présente. Savoir comment marche la mémoire d'un ordinateur, ça a du sens quand tu fais du binaire, ça a du sens quand tu fais de l'assembleur, ça a du sens quand tu fais du code, et ça aura du sens quand tu feras du LLM, je sais pas comment dire, le V3. Moi, mon point de vue, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que ce qu'il aimait, c'était mettre son casque, écouter sa musique et faire son code. Et mon point de vue, c'est que c'est pas ce que l'entreprise va te demander et c'est pas ce que tu pourras faire en entreprise parce qu'il y aura des besoins de rapidité et d'efficacité qui feront qu'il faudra être plus efficace que juste s'amuser à écrire son code. Et je pense que ce sera un peu 2 mondes différents, où tu auras un peu le monde de l'entreprise où on va te demander d'être efficace parce que ça sera le standard et que, ben, en fait, s'il y a un développeur qui est capable d'écrire ce que tu vas mettre 3 semaines à faire en 10 minutes, ben, c'est celui qui va le faire en 10 minutes qui aura du travail. Et tu auras un monde peut-être de l'open source ou quelque chose comme ça, où là, tu pourras avoir des devs qui s'éclatent et qui restent avec du code, on va dire, un peu plus traditionnel, sans IA, avec de la qualité et comme ça. Et parce que ça sera justement du code où là, on t'attend moins en termes de résultats. Tu as fait beaucoup de choses sur Site4J, par exemple. Ben, si en fait la feature, elle arrive dans 2 jours et pas dans 10 minutes, au pire, tu auras 2-3 personnes qui râleront de leur côté, mais ça sera pas, t'as pas un engagement fort financier qui est derrière. Et donc, je pense que ça peut marcher comme ça avec un peu de deux mondes différents, quoi. Mais dans le monde de l'entreprise, ça me paraît plus compliqué. Il y a le... Alors, je me permets de rebondir, il y a je crois que c'est le créateur de Claude Code qui a dit récemment que le code c'était un hobby maintenant. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est ton hobby le soir chez toi, où là, tu vas mettre ton casque et mettre 2 jours à faire ta feature. Mais je pense que dans le monde de l'entreprise, ça sera pas comme ça. Ouais, c'est ça, on est un peu tous d'accord justement sur le fait que dans quelques mois, de coder à l'ancienne, ce sera vraiment plus de la nostalgie, du kiff, parce on a aimé faire ça pendant des années et qu'on a envie de se rappeler ça. Et, euh, et on a un dernier intervenant qui arrive tout de suite Mais pour finaliser. pour terminer, quand je vois le nombre de lignes de code que j'écris maintenant à l'ancienne par rapport au nombre de lignes de code que j'écris par l'IA, le ratio il est violent côté de l'IA, hein. Ça doit être du 95-5 si c'est pas plus, hein. Et t'as ce petit manque, du coup. Un peu. Ouais, Un peu. la nostalgie. Oui, il y a juste un truc sur le fait que ce qui est assez intéressant aussi avec l'IA, c'est qu'avant un projet qui pouvait prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, maintenant ça prend une demi-journée ou même beaucoup moins. Et en fait, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire qu'on n'aurait pas fait avant, pas forcément dans le cadre de l'entreprise, mais pour sa famille, pour ses amis, pour une association, pour des choses comme ça. Il y a plein de trucs qui avant prenaient beaucoup trop de temps que maintenant on peut faire. Et c'est pas le même plaisir qu'écrire des lignes de code. Alors, je vais pas trop en parler parce que perso, j'ai jamais pris beaucoup de plaisir à écrire des lignes de code plus que comment. C'est mieux que McDo, hein, ça c'est clair, parce qu'au moins on est assis, mais c'est pas forcément mieux que relire des documents ou écrire des documents Notion, je trouve, en termes de ranking pour moi. Mais par contre, le côté pouvoir faire des petites améliorations comme ça assez rapidement sur des sujets qu'on connaît pas trop, un exemple tout bête, là où je bosse récemment, j'ai amélioré l'autocomplétion d'une commande. C'est tout bête, je l'aurais pas fait avant parce que ça valait pas le temps, mais c'est le genre de petit truc qui, moi, m'apporte pas mal de joie dans mon métier et j'espère de la joie aussi aux autres et qui, je trouve, est une autre joie qu'on peut trouver autre que écrire des lignes de code.
Merci, c'est une conclusion parfaite. C'est prenez soin de votre famille plutôt que de passer trop de temps sur vos bugs. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant de se dire, bah, en fait, on va trouver d'autres choses qui vont finalement nous animer, que ce soit bah, voilà, faire sur des petits utilitaires à côté qu'on n'aurait pas eu le temps de faire, de travailler différemment et de conserver voilà, notre réunion avec nos potes le samedi pour coder à l'ancienne, à la papa. On appellera ça peut-être à la grand-papa pour se rappeler les bons souvenirs des années 2010, quoi. Merci beaucoup pour votre participation. Il est 8h20, on avait dit qu'on terminerait à 8h20. Je suis très strict. Je sais on aurait pu dépasser, on aurait pu en parler toute la nuit et chaque thème, je pense que je vous ai un peu restreint et freiné. Mais le but, c'est pourquoi pas un jour de refaire d'autres tables rondes un peu de ce style sur un thème en particulier. Et puis même, voilà, je pense que si on refait exactement la même table ronde dans un an, je pense que ça sera différent. On l'aurait fait il y a un an, on n'aurait peut-être pas du tout dit les mêmes choses. Donc ça va être intéressant aussi de voir sur la durée quel est notre avenir, quoi. Rendez-vous ici tous les 6 mois. C'est ça.